Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler de On1 Photoro 2019. C'est le premier épisode de la série Développement en pratique que j'essaye d'explorer sur tous les logiciels, et pas seulement les alternatives à Lightroom, mais aussi les logiciels Adobe évidemment. Donc là, on est sur, pour le coup, une alternative à Lightroom, c'est On1 Photoro. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'en ai aussi parlé sur tuto.com. J'ai pas encore fait de formation premium complète sur tuto.com pour la simple et bonne raison que le logiciel n'est pas encore disponible en français. Je sais même pas s'il sera disponible en français, c'est une question qui leur a été posée depuis assez longtemps sur les forums, et de manière assez incompréhensible, elle n'a jamais reçu de réponse officielle en fait. C'est pas une grosse équipe qui est derrière On1, mais c'est pas non plus une grosse équipe qui est derrière Luminar par exemple, et pourtant ils ont quand même localisé leur logiciel. Je pense qu'il y a un gros potentiel pour ce logiciel en France, en tout cas en francophone on va dire, parce que ça correspond à une demande, et une demande assez intelligente, puisque On1 Photoro, pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent avec cette vidéo, c'est non seulement un logiciel pour trier ses photos avec un système de catalogage moins poussé que ce qu'on peut trouver dans Lightroom par exemple ou dans Capture One, mais quand même un logiciel de catalogage et de tri. Il y a de la capture à distance, il y a évidemment du développement, et dans le développement il y a des calques et la possibilité de manipuler des pixels, c'est-à-dire que contrairement à Capture One ou à Lightroom, vous pouvez par exemple faire du trucage, c'est-à-dire remplacer un ciel dans On1, c'est possible, et vous pouvez tout faire dans On1, avec des options de masque assez avancées d'ailleurs, assez puissantes. C'est en gros, la façon dont il le présente, c'est le logiciel à tout faire pour les photographes. Donc ça va pas concurrencer Photoshop dans le sens où, bon, Photoshop on peut faire vraiment plein de trucs avec, et au-delà de la photographie, on peut vraiment faire du trucage avancé, du matte painting, on peut faire de l'image de synthèse pour retoucher des textures, on peut faire du graphic design, il y a des retouches vectorielles, on peut faire de la mise en page, enfin voilà, Photoshop peut tout faire. Voilà, On1 Photoro, c'est de la photo uniquement, donc on peut retoucher ces photos, on peut les truquer, mais on peut, voilà, ça ne va pas remplacer Photoshop, mais pour les photographes, ça pourrait remplacer Photoshop, et c'est là-dessus qu'il se positionne. En gros, vous achetez ce logiciel, il n'y a pas d'abonnement, et vous faites tout avec. Vous triez, vous développez, vous truquez, et vous exportez. Et ça va au-delà de ce que fait par exemple Capture One, qui lui aussi n'est que, entre guillemets, un développeur, un logiciel de dématrissage. Il est très puissant, mais vous pouvez pas par exemple truquer, remplacer un ciel dans Capture One, vous êtes obligé d'exporter l'image, et ensuite de faire du trucage, en général dans Photoshop ou dans Affinity Photo par exemple. Donc vraiment, On1 Photo, c'est un peu un alien, un truc un peu hors norme. Il y a Luminar aussi qui se positionne là-dessus, mais peut-être plus pour les débutants, avec un peu moins de fonctions avancées quand même s'il y a des calques, même si on peut injecter des images les unes sur les autres et les mélanger avec les calques et les masques, mais c'est quand même un peu moins facile de faire un trucage compliqué. Je sais pas si, on va dire complexe, pas compliqué. C'est moins facile dans Luminar que dans On1 Photo. On1 Photo, on peut vraiment aller loin. Alors dans ce premier épisode du développement en pratique, on va vraiment se concentrer donc sur le développement, on va pas faire de trucage, et je veux juste vous montrer quelques trucs que j'ai envie de partager avec vous en développant des images. Comme d'habitude, on va se laisser un peu guider par l'improvisation. Je travaille ici avec des images de Tiziana Anesi, je vous mettrai le lien vers son site dans la description, qui est photographe, qui travaille notamment pour la presse dans le sud de la France, qui m'a gentiment passé ses photos, que j'utilise de temps en temps sur mes tutos. J'ai notamment en fait ce shoot qui a été pris en Islande, et on va aller tout de suite dans le module développement. Donc en gros, ça s'appelle Edit, et vous voyez que l'interface tout de suite va changer. C'est sur la gauche une série de paramètres prédéfinis. On peut les voir ici en fait avec ce petit bouton, où on peut les cacher. En l'occurrence, moi je vais les cacher parce que je vais pas travailler sur des paramètres prédéfinis. Vous voyez qu'on a les calques, on est dans le module développement avec tous les modules de développement, et ensuite on a les effets et les retouches locales, et puis le portrait évidemment, qui est un cas particulier. Donc ici sur cette image, ce que je vais faire en premier, c'est en fait nettoyer, puisque c'est quand même, on voit quand même qu'il y a quelques tâches. Quand vous êtes en Islande, typiquement il y a des choses, il y a des particules en suspension souvent. Il y a des geysers, c'est volcanique, donc en gros, au bout d'une journée, vous avez forcément votre objectif sale. Vous pouvez pas non plus tout le temps le nettoyer, surtout que on peut pas dire que les endroits, vous pouvez pas vous mettre dans un café pour nettoyer votre objectif, hein, c'est plutôt désert, c'est même pour ça qu'on y va. Donc malheureusement, vous pouvez pas forcément être dans de bonnes conditions pour nettoyer votre objectif pendant la journée. Donc ça explique que voilà, il y a des trucs un peu crades un peu partout. Je précise, voilà, c'est pas de la nonchalance de la part de Tiziana, c'est que pour ceux qui font de la photo de paysage, vous savez que dans les endroits désertiques comme ça, on est obligé de faire avec. Donc je me suis mis avec juste le pansement, voilà, qui est là-haut. C'est le truc qui permet de faire les retouches les plus simples. L'espèce de gomme un peu magique là avec les petites étoiles, c'est vraiment pour enlever des éléments complexes. Ça correspond
un petit peu à ce qu'on en trouve dans Photoshop avec le contenu pris en compte. Et en ça d'ailleurs c'est assez intéressant, puisque c'est un correcteur qui est bien meilleur que dans Lightroom. Dans Lightroom il faudrait qu'on passe en fait par Photoshop pour avoir ça, et même aussi dans Capture One qui a un correcteur qui est pas fifou, hein. C'est d'ailleurs un peu ce que je reproche à Capture One, c'est que c'est vraiment un logiciel qui sur bien des aspects est meilleur que Lightroom, mais au niveau de la correction c'est pas ouf non plus. Donc voilà, on va juste faire quelques petits trucs, vous voyez, pour nettoyer, à même le calque, il n'y a pas besoin de faire plus. On va se remettre en mode affichage écran, et sur cette image je vais prendre en fait une lutte, donc un profil de caméra. Parmi ceux qui sont fournis, vous voyez que le On-One Landscape donne vraiment en fait une interprétation des détails, de la saturation et de l'exposition qui est excellente. Ça marche, j'ai presque envie de dire, il n'y a presque plus rien à faire sur cette image, déjà parce que celle d'origine est très belle, mais parce qu'en plus avec une lutte qui vient juste resserrer ce qu'il faut en termes de contraste, ben voilà, ça marche tout de suite, quoi. On pourrait faire ici, si on se mettait en mode local, on pourrait faire un ajustement qui serait donc, vous le voyez, associé à un masque, et on pourrait, alors j'ai mis ici exposure -1, mais on pourrait se mettre sur un masque local. On va se mettre sur un filtre gradué, et je vais dessiner, vous le voyez comme ça, de haut en bas, mon masque. On voit d'ailleurs l'aperçu qui se fait ici sur le masque. Et j'ai exposure à -1, donc évidemment ça va foncer le résultat, donc je vais le remettre à 0. Et ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais en réalité décaler la balance des blancs. Et j'ai envie d'avoir un premier plan, un truc qui soit un peu plus automnal. Donc vous voyez que je vais rendre, pour faire en gros un bleu-orange. Et on va décaler légèrement la balance des blancs comme ça, ou même pas légèrement, on va vraiment la décaler. Donc là, évidemment, c'est un peu fort, donc on va diminuer quand même un petit peu. Et on va prendre vibrance et on va réduire la vibrance, voilà, pour éviter d'avoir un truc comme ça, orange fluo. Et vous voyez qu'avec une retouche locale, que l'on peut activer ou désactiver ici, voilà, c'était un peu vert, j'ai envie que ce soit un peu plus orangé. On pourrait même le mettre un peu plus haut, pour que ça aille vraiment jusqu'à l'horizon, pour avoir vraiment une ambiance orange au premier plan. Et avoir juste le ciel qui serait bleu. Et on va peut-être mettre une vibrance encore un peu négative, c'est encore un peu trop orange. Voilà, j'ai envie que ce soit vraiment plus orangé. D'origine, je trouve ça trop vert, c'est trop printanier, c'est presque trop gai, voilà. C'était juste pour vous montrer qu'avec un petit filtre gradué, alors ils appellent ça Adjustable Gradient dans On-One, c'est filtre gradué dans Lightroom et dans Camera Raw, et ça fait la même chose, c'est-à-dire ça applique un réglage d'un point A à un point B. Vous voyez que ça marche ici particulièrement bien sur cette image. Et sur une image comme ça, je vais pas en faire beaucoup plus parce que c'était juste pour vous montrer que vraiment ce qui peut faire une grande partie du taf, c'est quand même le profil des caméras, c'est-à-dire en gros ici un mode paysage qui permet de vraiment resserrer le contraste, aussi bien un contraste en luminance qu'en saturation. Si vous regardez donc la différence entre le standard et le landscape, il y a, comme on dit, vraiment pas photo, et ça marche vraiment tout de suite très très bien. Donc on va revenir en mode parcourir, browse, qui est en gros, pour parler en termes lightroomiens, ça correspond au module de développement. On va mettre l'affichage de la grille, et on va prendre une image peut-être un tout petit peu plus dramatique avec les chevaux ici, une image que j'ai déjà utilisée pour des tutos, mais voilà, qui a quand même un assez fort potentiel en termes de détails, notamment au niveau du ciel. Donc ici on peut encore une fois regarder ce que ça donne en landscape. Ici j'aime pas trop parce que ça a tendance à justement trop contraster et à faire sauter les blancs, donc c'est un petit peu dommage. Donc en général dans le module développement ici, dans le panneau développe, on fait vraiment les corrections qui vont réparer l'image, j'ai envie de dire, qui vont juste faire des corrections, et ensuite dans le reste, dans effet et local et portrait s'il s'agit d'un portrait, on va plutôt donner un style à l'image, on va lui donner une direction artistique si vous préférez, une orientation, alors que là dans développe on va juste corriger les défauts. Et là, en l'occurrence, j'ai envie de retrouver un peu de matière dans les hautes lumières. Donc on va prendre les highlights, on va baisser, on va faire pareil dans white, et voir si on peut récupérer un peu de matière, parce que les blancs sont quand même très très crus. Et il me semble, je sais plus, il me semble qu'on doit pouvoir avoir un affichage, si mes souvenirs sont bons, du témoin de l'écrêtage, que j'ai oublié accessoirement. Je pensais que c'était les mêmes raccourcis Photoshop, à savoir U et O. Donc pour ce faire, on va aller en fait dans niveau et l'activer ici, tac, et j'ai pas de pixels écrêtés. Voilà, clipping view, que ce soit dans les tons sombres ou les tons clairs. Est-ce que d'origine, si je mettais à 0, ouais voilà, d'origine on en avait quelques-uns. Donc hop, on va récupérer ça, et dans les noirs évidemment il n'y a pas de problème, donc je peux désactiver le témoin. J'ai plus le raccourci en tête, je suis désolé, je pensais que c'était U et O. Mais voilà, dans le niveau c'est exactement comme dans Lightroom, on va cliquer sur les petits triangles là-haut pour afficher les détails.
Donc là, vu la quantité de matière que l'on a au premier plan avec les cailloux et la terre et les chevaux et surtout le ciel, ça peut valoir le coup de travailler les détails. Donc vous voyez ici on a Sharpening et on a Noise Reduction. Donc c'est plus de la structure moi, que j'ai envie d'indiquer avant de travailler vraiment la netteté, parce que je pense que l'image est nette, il n'y a pas besoin de rajouter la netteté, on va voir en structure, et quand on va pousser la structure, vous voyez que les micro-contrastes vont se resserrer. Donc là ici on va mettre peut-être autour de 30-40. Et si c'est pas suffisant, en fait, en local, je vais donc avoir un nouvel ajustement qui s'est créé automatiquement ici pour moi. Dès que je clique sur local, le premier s'ajoute tout seul. Et on va faire donc encore une fois un petit dégradé là-haut. On va le positionner comme ça, mais dans l'autre sens, il est à l'envers. Donc, hop, on va prendre la rotation. Alors, est-ce qu'il va arriver à m'attraper? Là, il est bien positionné. J'aimerais juste, voilà, le retourner. Tac. Et puis, on va enlever l'exposition -1. Donc, pourquoi il se met à -1 automatiquement? En fait, c'est assez intelligent. Le but, c'est de vous permettre de voir ce que vous faites. Si vous faites du 0, vous voyez pas. Donc, tout de suite, c'est -1. Vous voyez où est-ce que le masque est orienté. Donc, ici, maintenant, je peux mettre 0. Voilà. Et par contre, envoyer de la structure encore plus sur le ciel. Et on va, encore une fois, baisser les highlights encore un peu plus pour retrouver de la matière. Et je vais voir si je peux pousser. Hop, midtones, on va baisser encore un petit peu, on va pousser le contraste et on va pousser la saturation pour avoir un ciel vraiment bleu et peut-être l'exposition pour qu'il soit un petit peu plus menaçant, voilà, un petit peu plus structuré. Vous voyez que on est sur une image qui est assez colorée et dont le ciel bleu est vraiment la dominante, donc on va vraiment jouer cette carte à fond. Vous voyez que le ciel était quand même plutôt surex et je vais mettre peut-être -0,3, peut-être mettre un peu moins. Et sur cette image, bon au premier plan je pense qu'on peut laisser comme ça, on pourrait peut-être saturer un peu plus les couleurs, mais on peut le faire de manière globale ici en développe, mettre un petit coup de vibrance, voilà 25 pour que les chevaux ressortent un peu plus. Et je pense que c'est une image qui se prête beaucoup à un cadrage panoramique. Donc on va prendre crop, comme ça me permet de vous montrer qu'on peut mettre, par défaut on est dans freeform, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ratio. Je peux mettre un ratio par exemple 16/9 pour avoir une image cinéma. Alors attention, cinéma c'est pas du 16/9, je sais, pas la peine de faire la remarque pour les puristes. Alors, on va pas faire un 2.35 non plus, on va dire une image vidéo, si vous préférez 16/9. Et en l'occurrence, peut-être même que si on voulait vraiment le faire complètement panoramique, on pourrait vraiment jouer en fait avec les tiers et mettre en fait le deuxième, tac, ici, pour avoir vraiment juste au-dessus de l'horizon, le tiers au-dessus de l'horizon, quoi. Quelque chose à peu près comme ça. Et vraiment faire un panoramique, quoi. Là, juste au-dessus, et on va pouvoir cliquer sur Apply pour valider. Et là, vous avez voilà une image qui joue vraiment sur l'horizontalité, avec des plans équivalents. Maintenant, si vous pensez que c'est trop, encore une fois, dans cette série, les développements en pratique, on a super le droit de pas être d'accord. Donc, je fais des choses pour vous montrer, vous donner des astuces, évidemment, mais vous avez tout à fait le droit de pas avoir les mêmes goûts, bien entendu. Donc, vous voyez que sur du 16/9, ça marche aussi, mais le plan du fond est quand même encore très... enfin voilà, le ciel est encore très prédominant, et il y a une partie même de la matière devant qu'on pourrait couper, donc je pense que je vais revenir sur le freeform et faire vraiment du panoramique, et je vais vraiment cadrer peut-être un peu plus haut, pour essayer de couper un tout petit peu du premier plan. Voilà, on va mettre les tiers sur vraiment la ligne où il y a les chevaux du fond et les chevaux de devant, et avoir du ciel en haut, et là je pense que voilà, c'est à peu près équilibré comme ça, quoi. Et là, je pense que là aussi, notre image, parce qu'encore une fois, les photos de Tiziana d'origine sont quand même jolies, très belles. De base, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, c'est presque frustrant, mais j'aime bien faire des épisodes de cette playlist développement en pratique où on n'est pas obligé de prendre des photos pour les amener dans des trucs complètement dingues. Vous avez le droit d'avoir des photos. Donc voilà pour cette image. On va aller, je vais remontrer d'un répertoire, et je voulais juste vous montrer ce que ça donne sur un portrait. Hop, alors je vais descendre un peu, et il me semble... Ok, on va prendre le répertoire des portraits de Solveig, et c'est des images que j'ai déjà utilisées là aussi dans mes tutos, mais juste pour vous montrer vraiment dans ON1 ce qui est assez fou en termes de retouches. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on trouve que dans ON1 quasiment, c'est le mode portrait. Donc sur cette image, on va récupérer des hautes lumières. Vous voyez, c'est peut-être un peu cramé sur cette partie-là du visage. Et je vais aller dans portrait, et vous allez voir que tout de suite,
on a une analyse qui se fait de l'image, il va analyser et essayer de trouver un visage, donc il a trouvé le masque sur le visage, donc ça c'est plutôt cool. On va ici faire une retouche sur la peau, les yeux, la bouche. Donc il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste quelques petits défauts à enlever parce qu'on est quand même très très près, donc mais elle a quand même vraiment une jolie peau, et là ce que vous voyez c'est sans make-up. Il y a à peine un tout petit peu de make-up sur la bouche, à peine un tout petit peu un léger trait d'eyeliner sur les yeux, mais on est vraiment sur un make-up très très fin. Donc ici j'ai activé ces 3 modes, donc maintenant il faut que je lui indique où est la bouche, donc je lui donne en fait les bords de la bouche, vous voyez, pour qu'il puisse vraiment les positionner, et ensuite on peut placer les points comme ça, et ça lui permet en fait tout simplement, vous l'avez deviné, de faire le masque. Et c'est quand même super efficace, donc vous pouvez avoir un truc pour rendre les dents un peu plus blanches, en l'occurrence ici elles le sont, c'est juste l'ombre puisque la bouche est légèrement entrouverte, donc il n'y a pas besoin de le faire, et vibrance pour, vous voyez, souligner un peu plus le make-up d'origine, qui est en l'occurrence ici un make-up assez nature, donc je vais pas trop le pousser parce que j'ai pas envie que ça fasse un truc rose, c'est pas le but. Au niveau des yeux pareil, vous pouvez les rendre un peu plus blancs, et rajouter du détail sur les yeux, c'est-à-dire faire un sharpen si vous préférez. Donc là on va lui dire, j'ai réactivé l'outil pour lui mettre le centre, et il me semble qu'il a complètement cliqué à côté, voilà, on va juste les refaire. Donc on va positionner, c'est un peu comme pour ceux qui font de la vidéo du corner pin, quand on fait du tracking, on va lui indiquer la forme des yeux, et vous voyez que là maintenant qu'il a pu faire son masque, on va pouvoir utiliser l'outil. Donc hop, vous voyez, rendre plus ou moins blanc. Donc ça marche bien, il a l'intelligence de faire un fondu, il balance pas du blanc comme ça n'importe comment, et le détail, attention, vous voyez que ça va très vite, très loin, très fort, hein. C'est assez violent comme réglage, donc moi je mets 5-10 mais pas beaucoup plus. Encore une fois, le but ici c'est de faire un portrait assez nature. Ensuite vous voyez, vous avez pas mal de trucs sur la peau, notamment pour enlever les petits défauts. Ça fait partie des trucs blemishes que vous pouvez considérer, où on peut aller à fond quasiment, c'est pas trop violent. Par contre le smoothing, là il faut faire gaffe parce que ça va vraiment adoucir très très fortement. Et pareil pour les autres, vous pouvez avoir le shine qui rapidement produit un effet assez violent, et pareil pour evenness. Donc ça va permettre en fait de mieux fondre les différences de couleurs, ça correspond à ce que vous avez un peu dans Capture One d'ailleurs, et d'ailleurs sur quel range vous allez pouvoir le faire. Vous voyez qu'ici le masque est pas assez complet par rapport à ce qui a été détecté, donc c'est quand même un peu dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va l'afficher, et on va en fait on peut faire dessus un color range pour étendre, ou alors on peut peindre dessus sur le masque. Donc vous voyez, quand je clique sur moins ici, je peux lui dire de pas prendre ça, et je vais me mettre là-haut en paint in, et vous voyez qu'il m'en manque. Donc il a bien détecté, mais il n'a pas tout détecté, donc on va lui rajouter ce qui manque. Donc il n'y a pas non plus trop de trucs, mais hop, on peut se remettre en paint out, c'est-à-dire la gomme, pour prendre juste le bas du visage. Je le fais rapidement, c'est un truc que normalement je prendrais un peu plus de temps si j'étais pas en train d'enregistrer une vidéo. Et donc là-bas on se remet en out et on prend pas le bord ici. Voilà, qui va être un peu mieux. On peut se remettre vite fait en in parce que sur les cheveux ici, en out, pardon. Tac, et il y a un bout de cheveux, de mèche de cheveux ici. Voilà, on enlève view. Donc maintenant notre masque est un peu mieux. Donc on peut revenir sur nos réglages, et une fois qu'on est content, vous voyez le range maintenant, il ne fait pas n'importe quoi, donc on va se remettre. Qu'est-ce qu'on veut modifier? On va se remettre autour de 10. Ok, on peut faire un léger contour progressif sur le masque pour être sûr de ne pas faire de bavure sur le bord des cheveux. Et maintenant je vais zoomer, je vais me mettre sur le sur le retouch, et je vais me mettre là-haut sur une taille peut-être un peu plus grande pour enlever les 3 petits trucs qui traînent sur le front. Il n'y a pas grand chose, et on va avoir un joli portrait. On va ensuite donner une indication de couleur, on va faire un petit peu d'étalo. Alors je reproche un petit peu à cet outil de retouch
d'être un peu gourmand. Vous voyez que j'ai la souris qui met du temps à partir. À chaque fois que je clique, il y a une bonne seconde d'analyse. C'est pas l'outil le plus réactif du monde. C'est un peu dommage. Là, je suis sur une machine avec 8 cœurs, 16 Go de RAM, une RTX 2060, parce qu'il y a une partie qui est accélérée par le GPU. Bon, c'est quand même une machine assez confortable et ON1 n'est pas le logiciel le moins gourmand, hein, clairement. Mais bon. Donc voilà le résultat. Maintenant, on va revenir peut-être en développe. Et tac, ici, on va désaturer un petit peu. On va faire une image assez fraîche finalement, donc on va mettre une température d'environ, je sais pas, voilà, 3600, une image vraiment désaturée, un peu froide. Et ce que je ferais bien, c'est que je mettrais bien un effet. Je vais ajouter donc dans les effets un filtre. Vous voyez qu'on a différents trucs. Et ici, ce qui peut être bien, c'est de faire peut-être... je suis en train de réfléchir, mais peut-être un color adjustment ou un cross process. Ouais, je vais teinter différemment les ombres et les lumières. C'est évidemment beaucoup trop violent. Hop, donc je vais pousser un petit peu et on va ajouter, vous voyez ici on a bleu, je pense que ça peut être bien d'ajouter un bleu assez profond, légèrement désaturé, voilà, une image, voilà, c'est une beauté assez froide je trouve, et ça s'accommode bien ce type de portrait à, du coup à une ambiance un peu froide, forcément. Et saturation peut-être un peu moins, amount un peu moins, voilà, assez désaturé, un truc assez sobre. Et juste on a rajouté un peu de détails sur les yeux, corrigé légèrement la peau. Vous voyez que le cross process là fait une bonne partie du travail. C'était éclairé d'origine avec une lumière, c'était à la vitre et derrière une lumière jaune d'intérieur, donc vraiment rien de spécial. Et vous voyez ici par exemple en portrait le avant et le après, voilà, quelques petites passes sur la peau et sur les yeux. Et il en faut pas plus pour faire un joli portrait. Dans ON1, vraiment cet outil est super cool. C'est là que vous voyez que par rapport à Lightroom par exemple, Capture One propose des trucs sur la couleur qui sont vraiment inédits à Capture One et qui le rendent super confortable. Et ça, dans ON1, ben, on n'est pas loin de Photoshop parce que vous voyez qu'il y a plein d'outils sur les masques et tout, mais c'est typiquement le genre de truc qui me dit qu'il y a encore de la marge pour Lightroom par exemple. On ne demande pas à Lightroom de devenir Photoshop, mais on ne devrait pas avoir à passer dans Photoshop pour faire ces choses-là non plus. C'est ça que je pense en fait. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Capture One et ON1, c'est qu'ils montrent que les frontières du développement, il faudrait peut-être un jour y penser et réfléchir à ce qu'on peut faire dans un logiciel de développement sur des fichiers bruts, sans considérer que ce soit du trucage. Là, ce que j'ai fait là, je considère pas que c'est du trucage et les photographes ne devraient pas avoir à prendre un logiciel supplémentaire pour le faire. Voilà, c'est pour ça que je trouve cet outil portrait très intelligent dans ON1 et que je voulais vous le montrer dans ce premier épisode du développement en pratique. Voilà, on a fait nos 3 images. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère vraiment que le logiciel sera traduit un jour en français. Je sais que beaucoup d'entre vous sont peut-être un peu rebutés par le fait que le logiciel soit en anglais, mais on s'y retrouve assez facilement. C'est quand même un vocabulaire photo qu'on a beaucoup l'habitude de rencontrer dans les autres logiciels. Mais j'imagine que aussi beaucoup d'entre vous seront vraiment convaincus quand ils pourront l'utiliser en français. En tout cas, si ça peut déjà vous permettre de vous y intéresser, le fait que je vous l'explique en français, même si le logiciel est en anglais, bah faites-le moi savoir. Et dites-moi ce que vous voulez apprendre sur ON1. J'ai pas encore fait beaucoup de vidéos dessus, mais c'est carrément au programme, donc s'il y a des choses que vous voulez voir en priorité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou le salon d'entraide si vous regardez cette vidéo sur tuto.com. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du développement en pratique sur ON1 ou sur un autre logiciel. Merci, bye bye.